Je vous prierai d'accueillir chaleureusement Dr. Marie-Claude Coulet. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci pour cet accueil. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir ici aujourd'hui vous parler du système de santé. Je vous avoue, au début, on m'a dit pouvez-vous venir faire une présentation à Rivière-du-Loup? OK, Rivière-du-Loup, j'ai une petite hésitation, mais quand on m'a dit que c'était pour présenter devant 500-600 délégués qui représentaient 125 000 personnes qui travaillent dans le système de santé, je me suis dit, je pense que ça vaut définitivement le déplacement, puis ça vaut le fait qu'on me remplace aujourd'hui à l'urgence à Saint-Luc. Je trouve ça toujours intéressant de venir parler à des gens qui travaillent dans le système de santé parce que ce système-là, vous le connaissez, vous connaissez ses bons coups, vous connaissez ses travers. Et c'est grâce à vous que l'ensemble de la population a accès à des soins et des services de qualité. Et vous m'en apprenez toujours aussi beaucoup sur ce qui se passe sur le terrain, partout dans vos milieux à travers le Québec. Excusez ma voix un peu éraillée, j'ai un sale rhume depuis une semaine et demie. Donc, comme il a été mentionné par votre présidente, on a organisé avec les 4 grandes centrales syndicales, donc la CSN, la CSQ, la FTQ, l'UPA, un événement le 30 octobre dernier pour fêter le 40e anniversaire de l'assurance maladie. Et à ce moment-là, on a présenté une déclaration commune que vous allez être tous et toutes invités à signer, à lire, à distribuer auprès de vos membres. Lorsqu'on va avoir eu beaucoup de signatures, chacun dans nos milieux, on va aller faire signer cette déclaration-là. On va présenter cette déclaration où il y a des revendications auprès du ministre Bolduc. Alors aujourd'hui, essentiellement, je vais vous parler du système de santé. Je vais commencer ma présentation par un bref historique ou un petit tour de piste de ce qui s'est passé au Québec depuis l'adoption de la loi sur l'assurance maladie. Et je vais essayer de déconstruire certains mythes qui entourent le débat public-privé, qui est un débat qui est très présent actuellement, et du virage pris par le gouvernement québécois depuis quelques années vers une marchandisation grandissante des soins de santé. Je sais que la réalité du développement, de la privatisation, du développement des marchés de soins de santé est quand même différente dans les différentes régions au Québec et que c'est quelque chose parfois qu'on vit un peu plus ou un peu plus, de façon plus évidente, par exemple dans les grandes villes comme à Montréal ou à Québec, mais je pense que ça affecte l'ensemble des régions d'une manière ou d'une autre. Et je vais terminer ma présentation en posant la question « Où en sommes-nous aujourd'hui et quel choix voulons-nous faire pour la suite du monde? » Alors, commençons par un petit tour de piste. Au Québec, ça fait déjà 40 ans qu'on s'est battu pour obtenir une assurance maladie universelle, publique, où les soins et les services de santé sont dispensés non pas en fonction du portefeuille, mais bien en fonction des besoins. C'était vraiment par solidarité sociale, on a fait le choix de partager collectivement les risques associés à la maladie individuelle. On a fait le choix de mettre le bien commun au cœur de notre système de santé. On a fait le choix de l'équité, de la justice sociale, de l'accessibilité et de l'universalité pour tous et toutes, peu importe ses moyens. C'est important de rappeler et de redire que les coûts reliés aux soins de santé représentaient la première cause de faillite personnelle au Québec avant l'instauration de la loi sur l'assurance maladie. C'est donc un choix qui a eu des conséquences majeures sur notre société au cours des 40 dernières années. Essentiellement, se doter d'un régime d'assurance maladie publique, ça signifie que tous les services médicalement nécessaires doivent être accessibles, assurés de façon intégrale et publique, sans égard à la capacité de payer. Ce qu'on va voir, c'est qu'au cours des années 70, la couverture médicale va en s'élargissant avec la mise en place de différents programmes complémentaires aux soins médicaux. Je pense entre autres aux médicaments gratuits sans frais pour certains groupes d'âge, aux soins dentaires pour les enfants jusqu'à 15 ans, aux examens de la vue pour tous. On avait donc vraiment la volonté de rendre accessibles les différents soins et services de santé pour l'ensemble de la population. Et la loi sur l'assurance maladie va être suivie par l'adoption en 1971 de la loi sur les services de santé et les services sociaux qui a pour but, et je cite, « le maintien, l'amélioration et la restauration de la santé et du bien-être de la population
en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux. Donc, on a l'objectif d'étendre la couverture aussi aux services sociaux qui sont tout aussi nécessaires que les soins et les services médicaux. C'est dans ce contexte-là qu'on va voir apparaître les CLSC qui, peut-être influencés par le modèle des cliniques populaires, avaient l'objectif vraiment d'intégrer à la fois les soins médicaux curatifs et préventifs, les services sociaux, l'action communautaire, tout en encourageant des nouvelles pratiques médicales et sociales. Et c'est aussi dans les CLSC qu'on va voir une plus grande participation populaire à la gestion par souci d'empowerment des communautés. On a alors vraiment le souci et la volonté d'offrir, de rendre accessibles des soins de santé et des services sociaux de façon équitable à l'ensemble de la population. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part, on a fait fausse route. Dès les années 80, on a commencé à reculer de notre vision de départ. On a commencé lentement mais sûrement à sabrer dans les acquis de l'universalité de notre régime d'assurance maladie. On a commencé à désassurer certains services, par exemple les soins dentaires aux enfants de plus de 10 ans. On a réduit la couverture des examens de la vue à certains groupes d'âge. On n'a pas assuré les soins de physiothérapie lorsqu'effectués en dehors de l'hôpital. Et évidemment, ce qu'on constate, c'est que ces désassurances-là vont se traduire par une diminution de la couverture des soins et ça a des effets immédiats et néfastes sur l'accessibilité à ces différents services. C'est aussi au cours des années 80 qu'on va exclure de l'assurance maladie publique de façon arbitraire certains actes d'imagerie médicale. Je pense entre autres à l'échographie, les scans, les résonances magnétiques lorsqu'ils sont effectués en dehors de l'hôpital. Ce n'était pas tout à fait pratique courante à l'époque, seul l'est aujourd'hui, c'est des examens qu'on utilise régulièrement, de sorte que cette exclusion-là arbitraire de l'assurance maladie publique crée un système hybride qui est à l'origine d'iniquités flagrantes quant à l'accès à ces différents examens-là. Comme médecin, on est constamment confronté au fait où les patients qui ont de l'argent ou qui ont des assurances privées, vous le savez certainement, ont accès à ces examens-là beaucoup plus rapidement dans les cliniques privées que les patients qui n'ont pas d'argent ou pas d'assurance privée. Alors que c'est le même radiologiste qui effectue le même examen et qui souvent ne fait que traverser la rue pour aller de l'hôpital public à sa clinique privée. Donc, on s'éloigne encore de notre objectif de départ, qui, je le rappelle, est la couverture publique de l'ensemble des soins et services médicalement nécessaires. Ensuite, au cours des années 90, certains ont commencé à s'inquiéter des coûts d'un service public universel en santé. On a commencé à se poser la question si vraiment, comme société, on avait les moyens de se payer un système de santé publique. On a commencé à nous dire qu'il fallait se serrer la ceinture, qu'il fallait diminuer les dépenses. Rappelons-nous le fameux déficit zéro de notre Lucien Bouchard, et on s'est mis à couper. On a trouvé toutes les astuces imaginables afin de limiter les dépenses publiques. On a fermé des hôpitaux avec l'argent non redirigé vers les CLSC, un virage ambulatoire non compensé par l'ajout adéquat de ressources pour les soins à domicile, plafonnement du nombre d'actes effectués dans les hôpitaux, mise à la retraite massive de médecins, d'infirmières et autres personnels, diminution de l'offre de services. Et tout ça s'est fait sous une logique de crise du financement public, sous la logique du « ça coûte trop cher, il faut couper ». Alors que oui, les coûts du système de santé sont en croissance, mais ils ne sont absolument pas hors de contrôle. Tout dépend de ce qu'on veut faire dire aux chiffres. En réalité, le coût des dépenses publiques en santé au Québec compte pour environ 7 % du PIB, et ce, depuis plusieurs décennies. Donc, en pourcentage du PIB, en pourcentage du produit intérieur brut, les dépenses publiques en santé n'ont pas augmenté. C'est intéressant aussi de noter, de se rappeler que le Québec est au dernier rang des provinces canadiennes, de toutes les provinces canadiennes, pour les dépenses en soins de santé. Donc, on est la province qui dépense le moins par habitant en santé. On a ensuite essayé, et on essaye encore de nous faire peur avec l'épouvantail du vieillissement de la population qu'on nous présente à tort comme étant catastrophique quant à l'augmentation du coût des systèmes de santé, alors qu'il y a des études sérieuses qui nous démontrent que le vieillissement de la population ne représente qu'environ une augmentation d'1 % par année
ce qui est un facteur très minime de la hausse des coûts des soins de santé et qui est tout à fait absorbable. En fait, lorsqu'on analyse de plus près les dépenses de santé, on peut constater que la plus forte augmentation des coûts dépend davantage de ses constituants privés, notamment les médicaments, les technologies, alors que les dépenses publiques, donc les dépenses médicales, hospitalières, demeurent stables depuis 25 ans. En parlant de médicaments, il y a une étude publiée récemment par Marc-André Gagnon, qui est chercheur à l'Université de Carleton, en collaboration avec l'IRIS Recherche, qui démontre que si on instaurait un régime public universel d'assurance médicaments associé à des politiques de contrôle du prix des médicaments, ça permettrait une réduction considérable des coûts. On parle de plusieurs milliards de dollars, et ce, tout en garantissant une plus grande équité quant à l'accès aux médicaments, ce qui est non négligeable lorsqu'on parle de contrôler les dépenses en santé. Alors, c'est donc dans ce contexte de crise du financement public, de rhétorique sur la nécessité de limiter les dépenses publiques, dans un contexte de coupure, dans un contexte de stagnation des transferts fédéraux en matière de santé, dans un contexte de listes d'attente qui sont de plus en plus longues pour certaines chirurgies, que c'est frayer le chemin pour que le privé profite du nouveau marché créé par le besoin de services. C'est aussi dans ce contexte-là qu'en 2005, Shaoli, vous n'avez tous et toutes entendu parler, Shaoli, c'est ce médecin qui considérait que ses patients attendaient trop longtemps sur les listes d'attente pour les chirurgies. Certes, mais il considérait que ça brimait leur liberté individuelle de ne pas pouvoir avoir d'assurance privée pour aller faire ces chirurgies-là dans le privé. Alors qu'au Québec, il y avait un seul chirurgien qui faisait ces chirurgies-là dans le privé. C'est allé en Cour supérieure du Québec, ça a été rejeté, c'est allé en Cour d'appel, ça a été rejeté, c'est malheureusement allé en Cour suprême du Canada, qui a rendu un jugement extrêmement controversé et qui, je vous le rappelle, a levé cette interdiction historique dans la loi sur l'assurance maladie de souscrire à une assurance privée duplicative. Suite à ça, le gouvernement du Québec a donc levé cette interdiction pour certains actes qui se limitaient à chirurgie, hanche, genou, cataracte, lorsqu'effectués dans le privé. C'est aussi à ce moment-là, pour vous mettre en contexte, que le groupe Médecins québécois pour le régime public, qui au départ s'appelait Médecins pour l'accès, c'est à ce moment-là que le groupe est né. C'est intéressant aussi de noter que depuis 2005 et ce jugement Shaoli, on a observé une augmentation non négligeable du nombre de médecins non participants à la RAMQ. Ce nombre-là a doublé. Médecins non participants à la RAMQ, ça veut dire des médecins qui se désengagent du public. Parce qu'au Québec, il faut comprendre, les médecins, en quelque sorte, doivent choisir leur camp. Vous êtes dans le public ou dans le privé, vous ne pouvez pas être dans les deux. Un exemple de médecin qui est dans le privé, on entend souvent parler, il fait les manchettes récemment, c'est le Dr Lacroix à Québec, qui s'est ouvert une clinique privée de médecine familiale et il charge en moyenne 1 500 à 2 000 $ par année, une espèce d'abonnement annuel pour les patients et 5 000 $ pour les familles. Il est en train de franchiser ces cliniques-là.